Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Alain Destaix. Bonjour. Bonjour. Député régional bruxellois, membre du mouvement réformateur. Et vous publiez un livre qui est présenté aujourd'hui. Ça s'appelle L'avenir de nos régions, croissance ou déclin. C'est quoi le but, le propos? Le but, c'est de faire le bilan économique des 3 régions du pays, Flandre, Wallonie, Bruxelles, en comparaison avec la situation il y a une dizaine d'années, sur des bases les plus objectives et les plus honnêtes possibles, puisqu'il paraît que la campagne sera socio-économique, alors autant partir avec de bons chiffres. Oui, il paraît qu'elle sera socio-économique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout à fait persuadé que c'est le cas. Ou un petit sourire. Si, mais je constate qu'on est beaucoup dans les petites phrases et les spéculations sur les coalitions. Et justement, avec l'aide d'économistes, on a essayé de faire autre chose. On a essayé de faire un vrai bilan en 130 pages de la situation économique des 3 régions du pays. Donc il y a beaucoup de chiffres. Oui, c'est plutôt, on s'intéresse quoi, au PIB, à la démographie, aux revenus par habitant? Alors, justement, l'originalité peut-être, c'est d'avoir essayé de présenter une vision globale des indicateurs économiques, donc PIB, chômage, revenus des habitants, très important, mais aussi dépenses publiques, prélèvements publics, salaire poche des travailleurs et 6e réforme de l'État. Alors, je résume à grands traits. La Flandre s'essouffle, la Wallonie a plutôt un petit frémissement, c'est encourageant, et Bruxelles, c'est une catastrophe, j'ai bien compris? Oui, la Wallonie stagne, donc il n'y a aucun progrès avec le plan Marshall. Il n'y a même pas un petit frémissement? Non, en fait, il y a eu un frémissement pendant 3 ans, mais depuis 2 ans, la Flandre reprend de nouveau l'avantage. Je le regrette, évidemment, mais ce qui me paraît important, puisque je prône une solidarité entre la Wallonie et Bruxelles, c'est de dire que ce fameux plan Marshall, dont tout le monde a entendu parler, ne produit pas d'effet macroéconomique, c'est-à-dire il ne se traduit pas dans le PIB ou dans le chômage. C'est quand même très inquiétant. Il y a pourtant une croissance supérieure en Wallonie par rapport à ce qui se passe en Flandre. Alors justement, elle a été supérieure pendant 3 ans, pendant les années de crise, 2008, 2009, 2010, mais 2011 et 2012, malheureusement, la Flandre prend l'avantage. Et donc ce petit bénéfice qu'on a vu en période de crise, parce que la Flandre est plus exposée aux marchés internationaux, étant donné qu'elle est plus ouverte vers l'exportation, alors que la Wallonie a davantage d'emplois publics qui sont stables dans les périodes de crise. Et donc la Flandre a effectivement davantage encaissé la crise, pendant lesquelles la Wallonie est restée plus stable. Mais aujourd'hui que ça redémarre un peu, eh bien, la Wallonie, depuis 2 ans, est de nouveau en retard par rapport à la Flandre. Ouais. Bruxelles, c'est la catastrophe, si je crois bien ce que Alain Destaix écrit alors. Oui, c'est pas seulement Alain Destaix, je voudrais attirer votre attention là-dessus. Ce sont vraiment des économistes et je défie qui que ce soit de contester ces statistiques. Donc, à Bruxelles, malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Donc, le PIB, la richesse créée par les habitants, augmente moins vite que dans les 2 autres régions du pays. Le PIB par habitant est en baisse. Et surtout, les revenus des Bruxellois sont en chute libre, en valeur absolue, mais aussi par rapport aux 2 autres régions du pays. Et c'est ça qui est le plus significatif. Et à Bruxelles, tous les indicateurs sont au rouge. Le chômage, par exemple, jusqu'il y a une dizaine d'années, évoluait selon exactement le même rythme que la Wallonie. En 5 ans, la courbe wallonne est restée plus basse et Bruxelles a pris 5 points de chômage. Le revenu minimum... Donc 20% de chômeurs à Bruxelles, hein, on rappelle. 20% de chômage, mais on vient de 15 encore aux alentours de 15 dans les années 2000. Donc c'est une augmentation de 5% en une dizaine d'années. C'est absolument énorme, évidemment. Ouais. Alors votre livre paraît à un moment où on est à 4 mois des élections, mais aussi après une grande réforme de l'État. Cette réforme de l'État va confier des leviers aux régions, 17 milliards de compétences transférées. Il y a un refinancement de Bruxelles, 460 millions. Est-ce qu'on va pouvoir faire mieux ou pas? Alors il y a quand même une grande inquiétude par rapport à la 6e réforme de l'État, dans ce sens que, comme vous l'avez dit, Bruxelles va avoir des leviers supplémentaires, mais aussi beaucoup de dépenses supplémentaires, notamment les allocations familiales. Bon, les allocations familiales, à cause de la démographie bruxelloise, c'est important. Il y a beaucoup de familles avec plusieurs enfants et il y a beaucoup de chômeurs avec des allocations majorées. Quelles sont les ressources que Bruxelles a en face de ça? Bruxelles va pouvoir accaparer une partie de ce qu'on appelle l'IPP, l'impôt sur les revenus. Or, le problème, c'est que cet impôt sur les revenus, à Bruxelles, il repose essentiellement sur les classes moyennes. 5% des Bruxellois payent 36% des impôts sur les revenus à Bruxelles. Et donc il y a un risque très important. Si ces Bruxellois décident de quitter la région pour aller en Flandre ou pour en Wallonie parce qu'il y a une concurrence fiscale entre les régions, mais il y a un vrai risque pour le financement de Bruxelles. Donc j'ai voulu attirer, tout en soutenant... un petit peu catastrophiste.
Non, je ne crois pas. Je crois vraiment qu'à Bruxelles, Monsieur Grosfilet, la situation est extrêmement grave et les perspectives ne sont pas... La question de la viabilité de la région est posée, j'ai lu ça. Oui, la question de la viabilité de la région en termes économiques et financiers, ma conclusion, on n'est pas obligé de la partager, mais c'est que Bruxelles ne peut pas vivre sans l'aide du fédéral et sans l'aide des deux autres régions. Et que l'avenir de Bruxelles dépend en grande partie de sa classe moyenne qui continue à quitter Bruxelles au profit des deux Brabants, voire pour beaucoup de jeunes d'aller à l'étranger, et qui n'est pas encore remplacée par une classe moyenne des nouveaux habitants. La contribution fiscale de Bruxelles repose vraiment sur une base très faible de classe moyenne. Ouais. Alors ça, c'est le constat. Est-ce qu'il y aura un tome 2 avec les remèdes ? Bon, alors, j'ai surtout voulu poser un constat, parce que je pense que, vous savez, je suis influencé par ma formation de médecin, et les médecins, ça pose des diagnostics, et puis ça propose des traitements. Donc, effectivement, il y a quelques pistes de propositions, mais... On va en passer quelques-unes en revue, notamment sur la question de la politique démographique. Il faut la mise en œuvre d'une politique démographique responsable. Ça veut dire quoi, ça ? C'est-à-dire que, là, je ne propose pas de mesures concrètes, mais je dis qu'il faudrait accepter de débattre de la politique démographique. Donc, à Bruxelles, nous sommes encore confrontés à une augmentation, d'après certains chiffres, encore 200 000 personnes au cours des 20 prochaines années, disent certains. Bon, c'est énorme en termes de logement, en termes d'emploi, en termes de formation. Mais je constate qu'il n'y a pas véritablement de réflexion sur l'augmentation démographique à Bruxelles. Et comment on fait pour contrôler une augmentation démographique ? D'abord, on en discute, si vous voulez. On en discute. On est déjà... Donc, c'est-à-dire quoi ? On contrôle les naissances ou on contrôle l'immigration ? Par exemple, on peut aussi faire ça. Donc, on peut réfléchir à une politique d'immigration ou à une politique d'allocation familiale, mais je n'ai fait aucune proposition dans ce domaine, dans ce livre, qui est un livre d'économie. Mais par contre, c'est ce que vous souhaitez, qu'on régule l'immigration à Bruxelles. Non, je trouve qu'il faudrait en débattre, si vous voulez. Donc il faudrait qu'on puisse avoir ce type de débat au Parlement bruxellois, au Parlement fédéral. On est confronté donc à une augmentation de 12% de la population en une bonne décennie. On sait très bien qu'aujourd'hui, on voit les difficultés en termes de logement, en termes de transport, en termes de mobilité. Donc je crois qu'une ville qui grandit, comme Bruxelles, doit aussi avoir une réflexion sur sa densité, sur sa taille maximale. Moi, je constate une chose, si vous voulez, tous les mécanismes de transferts sociaux sont en hausse. On dépense de plus en plus d'argent en termes de solidarité, que ce soit pour le chômage, que ce soit pour le revenu d'intégration. Les transferts sociaux sont en augmentation constante. Et la paupérisation continue à augmenter. Bruxelles est une ville de plus en plus pauvre et les inégalités augmentent. Donc, à un moment, vous dites aussi qu'on ne peut plus soutenir l'emploi non marchand à Bruxelles. Mais c'est aussi l'emploi non marchand qui est un amortisseur de la crise et qui permet à un certain nombre de Bruxellois d'avoir des emplois. Mais la priorité absolue, c'est de recréer de l'emploi marchand, parce que c'est celui-là qui finance les autres. On n'a encore jamais vu un emploi public et un emploi non marchand financé autrement qu'à partir d'un emploi marchand. Est-ce que vouloir que tout le monde soit indépendant, ce qui est aussi une des suggestions du livre, c'est irréaliste? Non, pas tout le monde, mais l'évolution, quand on regarde l'emploi dans les grands pays occidentaux, on constate, vous savez, moi j'essaie de voir l'avenir, j'essaie de me projeter dans l'avenir, et je ne suis pas un adepte des petites phrases et de ce genre de choses. Sans emploi non marchand, la crise aurait été beaucoup plus violente pour les Bruxellois. Sans emploi, pardon ? Avec moins d'emplois non marchands, la crise aurait été beaucoup plus violente pour les Bruxellois. Le problème, c'est que l'emploi non marchand, comme on dit, crée le rôle d'amortisseur social pendant une crise. L'important, c'est... Non, mais ça, c'est très bien qu'il y ait un amortisseur social pendant la crise. Le problème, c'est qu'il faut, après la crise, que le dynamisme de l'emploi marchand reparte. Et les classes moyennes et l'emploi indépendant, c'est très important, parce qu'on voit bien, tout le monde voit bien, que le modèle classique de l'emploi, soit de fonctionnaire à vie, soit de salarié dans une entreprise, c'est terminé. Donc je crois qu'il faut commencer à faire passer aux jeunes petit à petit le message, attention, créez votre emploi, prenez-vous en charge vous-même, et vous aurez sans doute plus de chances que d'être dépendant de la possibilité d'appliquer ou de postuler dans un emploi. Donc ce sont des messages positifs que j'essaie de faire passer, notamment aux jeunes, en disant, voilà, l'avenir partout dans le monde, ce qui se développe le plus, c'est l'emploi indépendant. Mais je constate que ce message, il ne passe pas encore dans les écoles bruxelloises et auprès des jeunes bruxellois. Mais maintenant, je ne dis pas que tout le monde va devenir indépendant et que tout le monde va créer son emploi. Il y a un long chapitre sur la démographie à Bruxelles. Oui. Est-ce qu'il y a deux Bruxellois pour vous? Ceux qui sont des Belges de souche, comme vous dites, et les autres?
Non, absolument pas, mais il y a on ne peut pas non plus... Il y a quand même un long chapitre là-dessus. Oui, il y a un premier chapitre qui parle de l'évolution de la démographie bruxelloise. Où vous donnez un certain nombre de chiffres. Très clairement, donc, qui explique très clairement qu'effectivement, la population bruxelloise est en train de changer. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a un phénomène migratoire à Bruxelles. Il y a un demi-siècle, c'était une ville composée de Belges à 93%, alors qu'aujourd'hui, la population d'origine belge n'en représente plus que la moitié. Oui, c'est exact. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Itinéra Institute, qui est un think tank de référence. Mais ça veut dire quoi d'origine belge? Quand on est belge, même si ses parents viennent oui, mais ça veut dire peut-être qu'on a un peu plus de difficultés que les autres pour s'insérer sur le marché du travail. Ouais. Donc la réalité aujourd'hui, j'espère que vous voudrez bien le constater, c'est que beaucoup de ces nouveaux Belges, appelons-les comme ça, ne sont pas insérés sur le marché de l'emploi. Et donc l'enjeu, c'est précisément d'arriver à les insérer sur le marché de l'emploi. Donc on doit quand même bien constater, si vous voulez, que les classes moyennes d'origine belge, excusez-moi, c'est de la démographie, ce n'est pas ici une quelconque stigmatisation, continuent à quitter Bruxelles, vont dans le Brabant flamand, dans le Brabant wallon. La question de la cohabitation des communautés et des cultures est centrale. Le cadre de référence n'est plus celui d'une ville belge, au sens que l'on pouvait donner à ce mot il y a une trentaine d'années. Oui, mais ça c'est un autre débat, c'est pas un débat... c'est vous qui l'écrivez. Oui, mais c'est un autre débat sur lequel je suis très impliqué aussi. Donc vous savez que je refuse ce qu'on appelle le communautarisme. Donc je pense qu'on doit vivre dans une ville intégrée avec des valeurs communes. Les valeurs communes, c'est quoi? C'est l'égalité homme-femme, c'est le refus de l'extrémisme, c'est le refus du radicalisme. Et donc aujourd'hui, je lutte contre le modèle communautarisme. Mais là, vous prenez 2-3 lignes dans un livre qui en fait 120 et qui est quasi exclusivement économique. Mais c'est vrai, la démographie bruxelloise influence l'économie bruxelloise. Oui, mais quand on veut limiter la démographie, ça veut bien dire qu'on veut limiter l'immigration. Donc, cette proposition ne figure absolument pas dans le livre. Mais c'est un peu en filigrane de ce texte. Non, écoutez, vous savez, il n'y a pas de solution à tous les problèmes simples. Il y a des choses qui sont simples, il y a des choses qui sont compliquées. Les problèmes démographiques, ce sont des choses très compliquées. Donc, il faut commencer par accepter d'en débattre. Si vous ne débattez pas d'un problème, vous ne pouvez pas faire émerger une proposition ou une solution. Donc je constate qu'on est passé, si vous voulez, j'ai vécu ça comme homme politique, on est passé d'un moment où on disait Bruxelles se vide de ses habitants, pendant 10 ans j'ai entendu ce discours politique, vous aussi, et puis subitement il y a eu une étude de Bruxelles Study qui a dit tiens, la démographie augmente, et on a commencé à raisonner à partir de là. Donc moi je dis un pays, une ville, une région a le droit aussi de s'interroger sur sa taille optimale, d'autant plus que les conséquences de la démographie... Est-ce que vous voulez limiter l'immigration? C'est ça la question que je vous pose et vous tournez autour de la réponse. Je n'aborde pas ce problème dans ce livre, donc il n'y a rien dans ce livre là-dessus. On ne saura pas ce que vous pensez. Dans un prochain livre, peut-être, oui. Et donc, par exemple, si vous étiez en Suisse, vous auriez voté la votation proposée par l'UDC? Contre l'initiative. Vous auriez voté contre l'UDC. Alors, ça s'appelle L'avenir de nos régions, croissance ou déclin. C'est publié aux éditions Philipson. C'est donc lié à la librairie Filigrane. À la grande librairie Filigrane, mais c'est diffusé dans toutes les bonnes librairies et c'est Philipson Filigrane qui relance une collection d'essais. Alors je voudrais quand même vous interroger sur l'actualité, Alain Destex, la proposition du Parti Socialiste, Paul Magnette, de proposer un emploi au bout de 18 mois à tous les jeunes chômeurs, c'est une bonne idée? Un emploi? Non, c'est impossible de proposer un emploi. Ce qu'on doit proposer au bout de 18 mois, même avant, à tous les jeunes chômeurs, même avant 18 mois, c'est soit une formation, soit une activité. Mais je ne pense pas qu'on puisse nécessairement lui proposer un emploi. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le jeune chômeur ne reste pas trop longtemps en inactivité et soit occupé, parce qu'il y a un risque de s'installer dans le chômage. Vous savez qu'à Bruxelles, le taux des chômeurs de longue durée est 4 fois plus élevé qu'en Flandre. Et donc, rester trop longtemps en inactivité, c'est la garantie d'y rester donc proposer un emploi au bout de 18 mois, vous pourriez y souscrire? Non, parce que je ne vois pas comment on peut proposer un emploi. Je pense qu'il faut proposer une activité d'intérêt collectif, travailler dans une association, une ASBL, contribuer à surveiller le métro, nettoyer les rues de Bruxelles, ce genre de choses. Mais je ne vois pas comment on peut... Ça, c'est un peu des sous-emplois, alors. En tout cas, c'est de l'activité qui permet de rester dans le mouvement du travail et de l'activation. Mais proposer un emploi, ça me paraît un peu démagogique. Je ne vois pas comment on peut... je ne suis pas favorable au fait de créer de l'emploi public pour tous les chômeurs. On sait bien que ça ne marche pas. C'est l'Union soviétique. Vous savez, en Union soviétique, il y avait un taux d'emploi maximum. Tout le monde travaillait. Ça ne veut pas dire que l'économie était très performante. Vous êtes candidat en mai prochain? Bien sûr, oui. À la Chambre, à la région? Je ne sais pas, comme selon la formule consacrée un peu langue de bois... C'est le parti qui décide. C'est le parti qui décide. Vous avez plutôt envie d'être derrière Didier Reynders à la Chambre ou derrière Didier De Wolf à la région? Écoutez, on verra. Vous n'avez pas de préférence?
J'ai une légère préférence pour aller à la Chambre, mais si je vais à la région, ce ne sera pas la fin du monde. Alain Destex, merci d'avoir été invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer.